assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019, réclame une liberté sans condition. La CPI statue sur cette demande. Et puis l'Université de San Pedro pourra ouvrir ses portes en septembre prochain. Le ministre Albert Mabritoakos est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau devant les juges de la CPI aujourd'hui pour demander la levée des restrictions relatives à leur remise en liberté. Leurs avocats réclament l'intégralité de leurs droits humains fondamentaux. Pour rappel, en janvier 2019, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés en première instance par la Cour pénale internationale après avoir été jugés pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. La procureure Fatou Bensouda a émis cependant un appel à la décision des juges. Aussitôt, la liberté immédiate des deux hommes fait place à la liberté conditionnelle. En Côte d'Ivoire, l'Université de San Pedro va ouvrir ses portes en septembre prochain. C'est l'assurance donnée en tout cas au ministre Albert Mabritoakos qui effectuait une visite des chantiers aujourd'hui dans la ville balnéaire. Les travaux avancent bien selon le chef du projet de la construction de l'Université de San Pedro. Le reportage de Sam Conan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakos, suit les chantiers de construction de la future université moderne de San Pedro. Objectif, se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Nous avons vraiment progressé sur les travaux. Le plus gros du travail a été accompli avec les terrassements. Nous avons eu à terrasser 1 750 000 m3 de terre, ce qui n'est pas rien. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, certains bâtiments ont commencé à sortir de terre. Donc aujourd'hui, nous sommes confiants sur les délais de livraison qui nous ont été donnés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les premiers bâtiments qui sortiront de terre en août 2020, alors il s'agira de la présidence, administration centrale de l'université. Nous aurons également un centre médical, nous aurons la bibliothèque universitaire, nous aurons 2 amphis de 250 places avec un bâtiment de salle de cours. Nous aurons également la scolarité de l'université avec quelques commerces. Et enfin, nous aurons le restaurant universitaire, ce qui permettra quand même à l'université d'avoir un bon fonctionnement dans un premier temps. Il sera prévu également la livraison des terrains de sport pour la jeunesse et les populations environnantes. En termes techniques, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à 30% de réalisation. Je crois qu'il y a environ 6 mois maintenant que les travaux ont véritablement démarré sur ce site de l'Université de San Pedro. Donc nous venions voir comment les choses évoluent pour que nous puissions en retour informer le Premier ministre et le Président de la République qui tient à ce que l'Université de San Pedro fasse partie de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour lesquels nous sommes en train d'harmoniser la rentrée académique. Donc nous sommes venus voir si nous serons prêts et ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu me permet de dire que nous pourrons effectivement ouvrir l'Université de San Pedro en septembre prochain. C'est une satisfaction. Je voudrais féliciter donc l'ensemble de nos partenaires et l'entreprise qui est en charge de la réalisation des travaux. Après la visite des chantiers, le ministre Albert Mabritoakos a eu une séance de travail avec tous les partenaires du projet. L'Université de San Pedro, fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Envol Partenariat Côte d'Ivoire, sera bâtie sur une superficie de 305 hectares pour un montant de 95 milliards de francs CFA. Pour la première tranche, à la rentrée prochaine, ce sont 3000 étudiants qui vont se spécialiser dans les filières de sciences et techniques de la construction navale, du génie civil, des ressources halieutiques et de la pêche, ainsi que du tourisme. À terme, ce sont 20 000 étudiants qui iront dans cette université. Et puis l'une des préoccupations majeures des acteurs du système éducatif, les grossesses en milieu scolaire, bien souvent cause de l'abandon scolaire. Sachez que plus de 100 000 filles dont l'âge varie de 12 à 15 ans ont contracté une grossesse entre 2017 et 2018, d'où une campagne en vue de sensibiliser les jeunes filles au danger des grossesses en milieu scolaire. Le reportage de Nou Sangaré et de Colette Ilboudo commenté par Clément Boucaud. 127 filles âgées de 12 à 15 ans ont contracté une grossesse au cours de l'année scolaire 2017-2018, selon un rapport de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Selon le même rapport, 4034 cas de grossesse ont été enregistrés en 2017 et 2019 au niveau du secondaire.
Des chiffres inquiétants qui exigent l'implication de tous, d'où le Cefis Tour, une caravane de sensibilisation des jeunes filles à la responsabilité et l'excellence. Les filles abandonnent l'école parce qu'elles prennent des grossesses quand elles sont sur les bancs. Et donc il faut les motiver, il faut leur expliquer que la priorité à leur âge, c'est leurs études. Qu'elles doivent faire des choix positifs. Si elles veulent être là où elles aiment leur tata, elles voient, ah, telle jeune tata est directrice, elle me plaît, c'est parce qu'elle a fait des choix quand elle était sur les bancs. Et c'est maintenant qu'il faut construire son avenir. Démarrée au lycée Jeunes Filles de Yopougon, la caravane a été marquée par des conférences et ateliers de renforcement de capacités à l'intention des jeunes filles. J'ai retenu qu'il faut être motivé et qu'il faut avoir le courage et de l'excellence dans les études. Grâce à ce qu'ils nous ont dit, j'aurai plus de bonnes notes et je vais me baser sur mes études. À ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire, nous les jeunes filles, nous devons nous sensibiliser entre nous et puis nous abstenir de tout rapport sexuel. Innovation majeure pour cette 3e édition, 9 établissements scolaires en compétition. Donc nous avons des jeunes filles de la classe de première qui vont coacher celles de la classe de 4e. Et les écoles sont en compétition. Nous allons voir l'école qui va avoir le meilleur taux de participation et le meilleur taux de succès en classe supérieure. Ça veut dire les filles de la classe de 4e qui vont passer en classe supérieure. Parce que c'est à ce niveau-là que les filles en général sortent du système scolaire pour les raisons de grossesse précoce. Donc celles de la première vont coacher celles de la 4e et à la fin, l'école qui se sera distinguée, la Fondation Cefis en partenariat avec l'UNICEF et l'ambassade du Canada se verra installer une bibliothèque et une salle multimédia. La caravane Cefis Tour bénéficie du soutien de l'UNICEF. Elle sillonnera les communes de Yopougon, Bingerville, Abobo, Koumassi et 2 villes de l'intérieur du pays, notamment Man et Séguéla. En Afrique, de nombreuses entreprises n'ont pas encore entamé la transformation digitale. Or, avec l'avènement d'Internet, les exigences des consommateurs sont plus accrues. Pour pallier les insuffisances de ces entreprises, un cabinet d'audit et une école de commerce ont conçu un programme pour aider ces dirigeants d'entreprises à mieux aborder la transformation digitale. Clément Boko était au lancement du programme. En Afrique, les entreprises ont encore du mal à amorcer la transformation digitale. Pour renforcer leur capacité d'adaptation face aux menaces, aux opportunités de leur environnement et assurer leur survie, un outil est mis en place. Le cabinet d'audit et de conseil KPMG et l'école de commerce HEC Paris ont élaboré un programme sur mesure pour les cadres et dirigeants d'entreprises. La digitalisation, ça va permettre de rendre numérique les données de l'entreprise, les process de l'entreprise. L'objectif, c'est de les rendre beaucoup plus souples, de les rendre beaucoup plus efficaces, de réduire les coûts et d'être beaucoup plus compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, nous avons des consommateurs qui sont sur leur téléphone portable, qui prennent des décisions, qui achètent et qui obligent les entreprises à se transformer. Aujourd'hui, les entreprises sont obligées de tenir compte de ça, d'où cette urgence pour ces entreprises, non seulement de se transformer, mais également de créer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux modèles économiques qui s'adaptent à cette exigence des consommateurs. Ce projet de formation va permettre de combler ce gap et de convertir et de convaincre un certain nombre de dirigeants d'analyser l'opportunité de franchir le cap du digital. Une formation qui viendra accélérer les mutations en cours dans l'administration publique selon ce cadre de société d'État. Nous sommes dans les SODE, les sociétés d'État. Et au moment où je vous dis, le système ivoirien est en train de migrer. Et il serait intéressant que nous fassions quand même ces formations afin de pouvoir pérenniser nos différentes structures. Le démarrage du programme est prévu pour le mois de mars. Après la Côte d'Ivoire, ce projet va prendre forme au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, au Congo et en République démocratique du Congo. Et du 10 au 14 février prochain, la commune d'Abobo va abriter la 5e édition du Festival international Jeune Public d'Abidjan. Ce festival culturel dédié aux élèves du primaire a pour but de promouvoir l'art en milieu scolaire en éveillant chez eux l'amour du théâtre, de la danse et du cirque. L'art au service donc de l'éducation. Toi, Delazer. Enseignants dans les écoles primaires de la commune d'Abobo, ces formateurs annoncent déjà les couleurs du Festival international Jeune Public d'Abidjan.
Un événement culturel qui a pour but d'intéresser les élèves du primaire au théâtre, à la danse, au cirque et au conte. 3 éléments majeurs, la formation, donc les ateliers des enfants pour les initier au domaine des arts. Les enseignants sont ceux qui sont tout le temps avec les enfants, donc ils ont besoin d'avoir aussi des rudiments pour encadrer et éduquer les enfants à travers des pratiques artistiques. Et le dernier volet, c'est tout ce qui est diffusion de spectacles professionnels à but éducatif. Le thème du festival FIGEPA 2020, Art vivant et développement personnel de l'enfant. Les écoliers dont l'âge varie entre 5 et 10 ans vont participer à ce festival qui va se dérouler du 10 au 14 février prochain. Pour les enseignants, vulgariser l'art dans le système éducatif ne fera qu'améliorer la connaissance des élèves dans leur apprentissage. On a plusieurs disciplines à l'école, mais seulement l'art n'est pas trop pratiqué. Et comme nous savons qu'un enfant qui pratique l'art peut lui permettre donc de développer certaines aptitudes, et donc il est tout à fait évident que l'intérêt donc de l'art à l'école est d'une importance capitale. À partir de l'art, l'enfant peut se développer dans tout son contour. Donc vraiment, ce serait bienvenu. Alors, j'aurais souhaité que ceci soit fait de façon répétée. Les enfants s'isolent à travers les NTIC, chacun dans son jeu vidéo. L'art qui redescend dans l'univers des enfants va emmener les enfants à travailler ensemble, développer cet aspect de la formation. Leur créativité se développant, ça émane ensuite dans tous les domaines, aussi bien en mathématiques qu'en langue, qu'en découverte du monde. C'est très, très important. L'événement est à sa 5e édition cette année. Il connaîtra des innovations avec plusieurs pays invités, l'Italie, la France et le Ghana. La salle du spectacle de l'Institut français du Plateau abritera la clôture des festivités du Festival international Jeune Public d'Abidjan. Hors de chez nous, la campagne électorale a démarré aujourd'hui au Togo en vue de la présidentielle du 22 février qui va opposer le président sortant Faure Gnassingbé, candidat à un 3e mandat à 6 autres postulants. Hier, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé que sont interdits les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote pour ce scrutin à 2 tours. Le ministre de la Sécurité a quant à lui mis en garde les éventuels fauteurs de troubles alors que le pays a été secoué par de nombreuses manifestations populaires réclamant une alternance politique depuis 3 ans maintenant. La campagne prendra fin le 20 février et près de 10 000 gendarmes et policiers seront déployés à travers tout le Togo pour assurer la sécurité du scrutin. Sachez que l'actuel chef de l'État togolais est au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema. Une révision constitutionnelle adoptée en mai 2019 lui permet non seulement de se représenter à cette présidentielle et à celle de 2025, mais aussi de bénéficier d'une immunité à vie pour les actes posés pendant les mandats présidentiels. Un mot de santé à présent, le nombre de nouveaux décès dus au coronavirus en Chine a augmenté. Au total, le nombre de morts était ce matin de 563. Par ailleurs, le nombre de cas de personnes malades en Chine continentale a atteint 28 018 avec 3 694 cas déclarés en un seul jour. Et pour finir, sachez que Donald Trump a été acquitté au Sénat à l'issue de son procès historique en destitution avec le soutien de tous les élus républicains, sauf un, et sans aucune voix démocrate. Évidemment, les démocrates avaient accusé Trump d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès pour avoir fait pression sur le président ukrainien en vue de la présidentielle américaine. Avant lui, seuls 2 de ses prédécesseurs, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, avaient connu le même sort. Après 2 semaines de procès partiel et sans témoin, le Sénat américain a acquitté hier le 45e président des États-Unis, Donald John Trump, jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès. Donald John Trump n'est pas reconnu coupable des charges retenues contre lui. Lors d'un vote solennel suivi en direct à la télévision par des dizaines de millions d'Américains, le Sénat a estimé par 52 voix. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excusez-nous pour cet arrêt. Merci.